Marcus, hypnotisé, regardait Artemisia s'avancer nue devant lui. Il était venu ce matin-là, comme si souvent au cours des dernières semaines, pour voir la jeune fille. Chaque fois, perdu dans la foule ou caché derrière une colonne, il la dévorait des yeux. Quelquefois, il s'avançait au premier rang pour mieux admirer sa silhouette gracile. Artemisia passait devant lui, il lui souriait, elle baissait imperceptiblement ses longs cils, il sentait son cœur battre, mais la jeune chanteuse restait grave, tout absorbée par ses prières, ses chants et ses offrandes à la déesse. Marcus se souvenait de la première fois qu'il avait visité le temple d'Isis sur l'île de Pharos. Artemisia lui avait dit qu'elle était une des musiciennes chargées du culte rendu à la bonne mère de l'Empire. Voulait-il la voir chanter devant elle? Il voulait, bien sûr. Il se serait rendu allègrement au tréfonds du désert si Artemisia l'y avait invité. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette première de la 2e saison de Les Paroles restent. L'émission qui répond, bien sûr, aux amants, amantes de la littérature, mais aussi à toutes celles et ceux qui le deviendront. Vous avez entendu Jean Mosen-Famille, extrait de L'Agonie des dieux, publié en 2005 aux éditions L'Interligne. C'est ça. Jean Famille, bonjour. Bonjour Éric. C'est un plaisir de t'accueillir. Le plaisir est pour moi. Tu permets qu'on te tutoie? Oh, absolument. Ça fait une secousse qu'on se connaît. Là. Oui, absolument, absolument. Jean, le concept de l'émission est fort simple. Oui. C'est une émission qui fait en sorte que les paroles sont consignées, mais que tes écrits, eux, peuvent s'envoler. Bon, ben écoute, on va voir dans quelle direction mes écrits vont s'envoler. Jean, il faut quand même souligner que tu as remporté quelques prix littéraires. Tu as été président de l'Association des auteurs de l'Ontario français, oui. qui est le fondateur de la table de concertation, donc du livre franco-ontarien. Oui. Je m'en voudrais de pas souligner notamment que tu as remporté le Trillium, tu as remporté le prix Le Droit, pour l'Agonie des dieux notamment. Oui. Tu as aussi remporté le prix du le Grand Prix du Salon du livre de Toronto, pardon. Oui. N'est-ce pas? Oui. Pour Frères Ennemis. Oui. Et pour l'honneur et la disgrâce, tu as remporté, si je ne m'abuse, le prix du livre de la ville d'Ottawa. Oui. N'est-ce pas? Donc en 2009, Et 2005. j'ai eu le grand plaisir de remporter aussi pour un de mes derniers romans le prix France Acadie. Ça m'a touché beaucoup parce que c'était d'une part nos amis français et d'autre part nos cousins acadiens qui avaient reconnu qu'un de mes livres ressuscitait particulièrement bien ce coin de notre pays. Donc, inutile de dire qu'il y a une notoriété pan-canadienne. Oui, enfin. Ben, écoute, tu peux être humble si tu veux. Moi, j'ai pas à l'être. D'accord. Voilà. D'accord. Écoute, Jean, on a 3 segments à l'émission. Oui. On y va, t'es prêt? Absolument. Le premier segment, c'est silence, on tourne. Et la roulette qui est derrière toi, ben, c'est ton outil. Et je dois la tourner. Tu tournes la roulette. Et selon le domaine auquel ça s'arrête, tout ce qu'on te demande, c'est de nous livrer dans quelle mesure le domaine en question t'inspire ou inspire ton écriture. C'est parfait. J'y vais. Tu y vas. La chimie, Jean. Bien. La chimie est une science. Comme dans mes livres, il y a relativement peu de sciences, je m'arrêterai plutôt à la chimie entre les personnages. Parce que je suis obsédé dans mes livres. Comme tu le sais, cher Éric, mes livres sont souvent des romans historiques. Mais au fond de mes romans historiques, j'essaye d'examiner toujours la mécanique de la relation humaine, la chimie qui fait qu'un homme est attiré par une femme ou qu'un père a des sentiments particuliers pour sa fille, etc. La chimie des relations humaines est ce qui est, si tu veux, le centre même de mes préoccupations, et j'essaye de montrer dans mes romans que certains de ces éléments de chimie, par exemple le sentiment de l'amour est vécu différemment à différentes périodes, sous différentes latitudes, sous différents cieux,
mais que le fondement même de ce sentiment de l'amour, que ce soit en Ontario français en 2018 ou dans l'Empire romain au IVe siècle, comme ça se passait dans l'extrait que je viens de lire, eh bien, le fondement même de cette attraction, de cette attirance est le même, et c'est ce qui constitue notre nature humaine finalement. Donc, il y a une pérennité que la nature humaine manifeste. Il y a comme un tableau périodique à même l'humain. Si Absolument, absolument. Cela étant dit, puis je me permets toujours une question par rapport à la science en question. Quel type de recherche est-ce que ça t'impose, ça? Soit à l'orée de l'écriture d'un roman, soit au cours de l'écriture même d'un roman? Beaucoup de recherches. Pour une raison très simple. Mes romans sont donc des romans historiques. Et ils se situent, le plus ancien dans l'histoire se situe au IVe siècle, le plus récent se situe, c'est celui-là, Frères ennemis, se situe au début du XXe siècle en France, au Québec et en Ontario. Et ça raconte une page magistrale de l'histoire des Canadiens français, ou des Canadiens comme on les appelait à l'époque. Et donc, et puis j'ai des romans qui se passent au XIXe siècle, au XIVe siècle, etc. Je tiens, et c'est une question de respect pour mon lecteur, je tiens à ce que le moindre détail que je mets dans mes romans soit historiquement vrai et vérifiable. Dans la mesure où c'est possiblement vérifiable. Alors, pour répondre à ta question, je passe beaucoup de temps à faire mes recherches préliminaires. En gros, un roman, ça me prend entre le moment où l'idée mûrit dans ma tête et le moment où il sort en librairie, il y a à peu près 3 ans. Pourquoi? Je passe 2 ans à faire ma recherche, 6 mois à l'écrire, parce qu'une fois que la recherche est faite, ça sort spontanément de mon cœur et de ma plume, ou de ma plume plutôt. Et ensuite, il faut trouver l'éditeur, il faut que le processus d'édition se produise, etc. Alors, je fais une recherche. Et mon test, c'est si un spécialiste, disons, ça se passe à la fin de l'Empire romain, ce livre-là. Si un spécialiste historien de la fin de l'Empire romain lit ce livre, est-ce qu'il va y trouver quoi que ce soit à redire? S'il n'y trouve pas quoi que ce soit à redire, je suis heureux. S'il y a un problème, j'ai des problèmes. OK. Et encore toujours en lien à la chimie avant de passer à un autre tour. Est-ce que tu dirais que ton écriture, elle est plutôt alcaline ou plutôt acide, acidulée? Non, alcaline. Alcaline? Alcaline. Je n'ai pas envie de me montrer acide. Je n'ai pas envie de massacrer qui que ce soit, mes personnages ou des personnages historiques, parce qu'il y a toujours des personnages historiques qui ont véritablement existé en arrière-fond de mes romans. Je n'ai pas envie de faire cela, et même si je ne cache aucun aspect des manifestations du caractère négatif de telle ou telle personne ou de tel ou tel personnage. Par exemple, il y a des scènes qui se passent au Canada français au XVIIIe siècle dans mon dernier roman qui s'appelle Les chemins de la liberté. Et il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas tout à fait jojo, qui n'étaient pas belles. Je ne les cache pas, mais je ne les souligne pas à grands traits en crachant dessus ou en me montrant particulièrement agressif. Parfait, donc tu n'accentues pas. Un autre tour, Jean? Bien sûr. Après la chimie... J'espère que je ne tombe pas sur la physique. Oh, on verra. Donc, la prochaine dimension... Mais décidément, t'as un bras très régulier. On y va encore? Bon. On y va encore parce qu'on est encore sur chimie. Un autre tour. Tu dois être pas mal bon au bowling ou au curling, toi. Ah ben, on est sur la physique. Ma foi. Bon, je vais y aller. Dernière fois, si Dernière tu fois. permets. Parce qu'il est revenu à chimie, n'est-ce pas? Tiens. Oh! Les arts et la culture, Jean. Donc, en comprimé, à quel point est-ce que les arts et la culture, ça t'inspire et ça alimente l'écriture chez toi? Eh bien, comme la plupart de mes confrères auteurs, la culture est un élément essentiel de notre écriture. Nous ne pouvons pas écrire des livres qui passionnent des lecteurs si nos livres sont
plates. Et pour que nos livres ne soient pas plates, il faut qu'ils soient, comment dire, nourris par la culture. Et cette culture peut prendre toutes les formes du monde. Les éléments de culture que j'utilise dans mes livres peuvent venir de toutes les cultures du monde, à partir de notre culture franco-ontarienne locale, que je connais et que j'aime, jusqu'à la culture canadienne-française de façon beaucoup plus large, en passant par la culture française qui est au fondement de nos arbres culturels ici au Canada, et aussi dans la culture de mon pays de naissance, parce que, comme tu le sais, je ne suis pas né au Canada, et donc je suis né au Moyen-Orient, en Égypte, pour être plus précis. Alors, j'aime ces différentes cultures, je m'en nourris, je les apprécie, et je pense qu'ils donnent une coloration particulière à chacun de mes livres. Donc, la culture et l'art aussi. Par exemple, un de mes livres, mon premier roman pour adultes, parce que j'avais écrit des essais et des romans pour jeunes. Oui, il faut préciser que tu as quand même une quinzaine d'ouvrages à ton crédit, là. Oui. Essais, nouvelles, romans, évidemment. Oui. Alors, mon premier roman pour adultes, publié il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, portait sur une épopée de l'art et de la culture. Et aussi sur une épopée historique. Et comment enchevêtrer ces deux épopées-là, ça c'est le défi de l'écrivain. Par exemple, ce livre commençait au moment de ce que j'appellerais grosso modo la naissance de l'égyptologie et de l'égyptomanie, et se terminait au moment de la rébellion des patriotes dans la vallée du Saint-Laurent, avec Papineau et ses amis. Alors, comment mener cela de façon, de façon raisonnablement logique? C'est le défi de l'écrivain, c'est le défi de l'imagination, et j'adore. Et c'est le plaisir. Et c'est le plaisir. Parlant d'imaginaire, Jean, écoute, on arrive au deuxième segment, et pour ce faire, tu me le permettras, j'aurais besoin d'aller chercher mon écrin, qui est tombé. Oui. Donc, on a caché, donc... Excuse-moi. On va juste remonter ça ici. D'accord. Tiens, je vais juste remonter ça là. Okay. D'accord. Écoute, Jean, c'est l'écrin, le corps humain écrin. Okay? D'accord, OK. Le corps humain écrin, c'est-à-dire que le tiroir du haut, c'est le tiroir de la tête. Le tiroir du milieu, c'est le tiroir des sens. Et le tiroir du bas, c'est le tiroir du cœur. OK. Tout ce que tu choisis, c'est à l'horizontalité. Sinon, c'est au hasard. D'accord. OK? Donc, les questions qui y sont, ils sont aléatoirement. À toi de choisir. Tu veux nous livrer le cœur, la tête ou les sens? Est-ce que j'ai un seul choix? Tu as plus d'un choix. OK, alors je vais commencer par les sens. Es-tu d'accord? Je commence par les sens. Lequel des tiroirs? Je vais prendre celui-là, tiens. De droite, extrême droite. Jean Famille. Voici le grand dévoilement. Écrire, c'est comme... Écrire, c'est comme... C'est comme aimer. C'est comme tâtonner. C'est comme sentir. OK. C'est comme caresser. Oh, que c'est beau, c'est très tactile. C'est effectivement... Écrire, c'est très tactile. On a parlé d'essence, n'est-ce pas? Et voilà, et voilà. Sais-tu quoi? Je le laisserai sorti. Prochain tiroir. Bien, prenons donc celui de la raison. C'est la raison. Celui de la raison, absolument. Jean, si tu avais à nous caractériser la force de l'imaginaire. C'est une nourriture. C'est une nourriture. L'imaginaire, c'est ce qui nous nourrit, et pas seulement comme auteurs, je veux dire comme êtres humains. Si nous n'avions pas l'imaginaire, nous nous ennuyerions à un tel point que nous en mourrions. Bon, donc l'imaginaire, c'est ce qui nourrit l'écrivain, nourrit la personne, nourrit l'enfant. Moi, je Absolument. me souviens de rêves que j'ai fait enfant, de situations que j'ai vécues comme j'étais enfant et qui ont peu à peu créé mon imaginaire, si tu veux. Sublime, sublime. Donc, la raison s'est ouverte quelque peu, la perception sensorielle s'est ouverte quelque peu.
On va prendre Oh, le tiroir de l'émotion, sensibilité, le tiroir du cœur. Jean-Famille, quel est l'événement qui t'a le plus terrifié? vraiment l'événement à titre personnel, non Oui, pas à titre absolument. d'auteur. Absolument. Nous étions en voyage, ma femme et moi, dans un pays d'Europe. Et ma femme est tombée dans une rue. Elle a trébuché, elle est tombée violemment. On l'a amenée à l'hôpital. Et elle a été à l'hôpital pendant quelques jours. Elle a été examinée par plusieurs médecins. Et le diagnostic de ces médecins-là a été erroné. Oh. Et ils ont demandé à ma femme de faire des choses qui a aggravé Oh. sa situation. Et j'étais seul avec elle dans ce pays dont je ne maîtrisais pas absolument la langue, je connaissais un peu. Et j'étais catastrophé et terrifié pour ma femme qui a souffert terriblement. Et il a fallu que nous revenions au Canada d'urgence et je dois dire que dès notre arrivée à Ottawa, les médecins canadiens ont repéré immédiatement l'erreur de diagnostic et ont sauvé ma femme. Alors si n'importe qui me pose ce type de questions, c'est ça l'image qui me vient à l'esprit. Il y avait l'impuissance, il y avait l'impasse. L'impuissance, l'impasse, la souffrance de quelqu'un que tu aimes, le fait que tu ne peux pas aider cette personne à dépasser sa souffrance, tu vois, qu'il n'y a pas d'aide autour de toi, que la communauté n'aide pas. Communauté, mot important, mot important. Alors quand tu es seul, sans une communauté d'appui, c'est tragique. Écoute, Jean, c'est pas tragique, là, il faut pas s'en faire avec ça. C'est déjà l'heure d'une pause publicitaire. Bon, On est correct? on est absolument C'est correct. pas trop tragique, on peut y aller, Non, on peut aller à la non, pause? on peut y aller, mon ami. Parfait, on va à la pause. Revenez-nous donc après la pause. Ah, les paroles restent. Mesdames et messieurs, amants de la littérature, on est de retour en compagnie de Jean-Famille. Jean, c'est déjà le dernier, l'ultime segment de l'émission, le 10 heures de belle aventure que tu seras. OK. J'ai dans les mains 54 cartes. Mais attention, à chaque carte correspond une question. OK. Donc, on ne jouera pas à la bataille, on ne jouera pas à rouge ou noir, c'est encore mieux. Donc, encore une incursion un peu plus avant en Jean-Famille, vouée au hasard. D'accord. Tu es prêt? Absolument. Donc, tu tires une carte et on commence. Tu me tends la carte. Vas-y, Mais je vais prendre celle-là. vas-y. Est-ce que je lis la question? Tu me la lis? Je lis la question, mon cher. Jean-Famille, qui est la dame en littérature qui t'a le plus marqué? C'est la dame de trèfle ici. Qui est la dame en littérature qui t'a le plus marqué? Bien sûr, il y a tellement d'héroïnes dans la littérature mondiale et canadienne qui sont intéressantes que ta question est quasiment injuste, mon cher Éric. Mais je vais y répondre quand même. Quand j'étais jeune... Ça est injuste. Quand j'étais jeune, j'ai lu des romans que ma mère me donnait. Et quand j'avais 12 ou 13 ans, elle m'a donné une édition complète des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Oui. Alors j'ai lu les Trois Mousquetaires, et dans les Trois Mousquetaires, je ne sais pas si, si tu le connais, Oui, oui, oui. il y a une femme qui s'appelle Milady. Oui. C'est une francisation de My Lady, Oui. mais l'auteur avait écrit Milady. Absolument. Et cette Milady était une espèce d'héroïne à double face. Elle Absolument. était méchante, elle était
hypocrite. Et elle était magnifique. belle. Tu sais. J'avais 12-13 ans. Oui. Alors tu comprends. Oui. Quand elle était belle, mon cœur battait. Quand elle était hypocrite, j'avais envie de... Alors voilà, Milady. Très belle réponse. C'est quoi? J'aurais même pas pensé à ça. J'ai vu Les Trois Mousquetaires aussi quand j'étais petit gars, un Oui. dessin animé. Oui. Et Milady, elle était sublime. Bon. Jean, on poursuit, on y va. On peut pas parler des femmes pendant toute l'émission. tout de Non, même. Allons-y. mais pourquoi pas? Ben, on verra. Que nous réserve la prochaine carte. Celle-là. Voici, donc c'est le 2 de cœur. Jean-Famille, quel est le proverbe en lequel tu crois le plus? Je sais pas. J'ai pas de proverbe. Est-ce que je peux citer une phrase qui Voici est légèrement un différente? adage ou ce qui devient un axiome pour toi. Absolument. Aime ton prochain comme toi-même. Absolument. Parce que je pense, je reviens sur un mot que j'ai dit tantôt, la communauté est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Et la communauté, ça veut dire reconnaître les gens autour de soi, essayer de voir leurs besoins, essayer de répondre à ces besoins dans la petite mesure de nos possibilités. Et cela veut dire avoir de l'empathie pour les gens. À travers les gens qui m'entourent, la famille, les amis, les confrères auteurs, les collègues quand j'étais activement encore au travail, il y a X, Y, Z. Mais il y a dans X et Y et Z, il y a une personne humaine. Et c'est ça qu'il faut essayer de voir, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Une autre façon de le dire, se mettre dans les souliers du prochain. Tu vois. Essayer de le comprendre, de partager ses émotions et d'y répondre dans la mesure du possible. Absolument, absolument. C'est très bien dit ça. À condition que ces souliers-là ne marchent pas Oui, à un rythme ne sois pas... effréné. Voilà. OK, on y va. Ça va bien, Jean. Ça va très, très bien. Vas-y. Bon, je prends une ici. Le 3 de cœur. Décidément, tu as de la suite. Jean, quelle est la lettre que tu préfères au Scrabble? Z. Pourquoi? Parce qu'elle est compliquée et elle assomme mon adversaire. Alors, ça me permet de gagner, puis voilà. Donc, tu aimes l'avoir parmi tes plaquettes à toi? Oui, je Pour me embêter ton débrouille. Je me adversaire. débrouille avec les verbes au pluriel. Deuxième personne du pluriel, je me débrouille avec le Z. Très bien. Bon. Très bien. Et ça mate l'adversaire. Hey, ça va, ça va. Le 10 heures de belle aventure. Vas-y, Jean. Celle-là. Merci. Hey, le 5 de cœur, coudonc. Hein? Quelle est l'activité qui est la plus complémentaire à ton travail de création? Les voyages. Les voyages. Les voyages. Est-ce que je peux raconter une anecdote? Ben oui, ben oui, Bon. ben oui, on est là pour ça. J'étais parti une fois en France avec ma femme et nous avions loué une voiture. Quand je vais en Europe, je loue une voiture et j'y vais dans n'importe quel pays d'Europe. Je me sens suffisamment à l'aise pour conduire tout seul. Et nous étions dans la région de France qui s'appelle le Poitou, Absolument. dont sont venus, comme vous le savez, beaucoup de Canadiens français. Et nous étions sur un petit chemin de campagne, vraiment loin des centres, à mi-chemin entre Châteauneuf et Poitiers, pour ceux qui connaissent un peu la France. Nous étions dans un petit chemin de campagne et je vois une affiche sur le bord du chemin sur lequel c'était écrit « Vous entrez dans la ligne acadienne ». J'ai dit à ma femme, que vient faire la ligne acadienne en plein cœur du Poitou? Oui. Alors, quand je suis revenu au Canada, à Ottawa, j'ai fait une recherche dans plusieurs bibliothèques et j'ai découvert quelque chose qui est très, très peu connu. C'est qu'il y a eu au moment de la déportation des Acadiens, le grand dérangement, il y a eu quelques centaines d'Acadiens qui, après avoir été déportés en Angleterre, ont traversé la Manche et sont allés s'installer en France où ils ont mis des racines
où ils ont défriché une bonne partie du Poitou, etc. Là, je me suis dit, j'ai une idée de roman. Et j'ai écrit mon dernier roman, Les chemins de la liberté, en 2 volumes d'ailleurs, parce que l'histoire était tellement passionnante, parce que c'était les Acadiens, c'était la France au XVIIIe siècle. J'ai décidé que mes héros n'allaient pas vivre seulement en France, ils voudraient venir dans la patrie de leurs aïeux, donc ils devaient traverser l'Atlantique. Et tu ne traverses pas l'Atlantique au XVIIIe siècle en Boeing 747. Hein? Alors c'est toute une aventure. Oui. Et ça arrive au moment de la Révolution américaine, ce qui m'a permis de mettre quelques héros au moment de la Révolution américaine. Et ça arrive au moment de l'apogée des guerres entre les Hurons et les Iroquois. Bref, c'était un sujet en or. Mais ce que je retiens de ce que tu me racontes, c'est que tu nous dis l'histoire était tellement passionnante. Et là, je vois l'auteur, l'écrivain, oui. L'écrivain oui. qui s'emballe oui. dans ce dont il est imbibé au point où il doit laisser couler cette histoire-là de plus en plus, plus on a tort, c'est ça? Tu as mis ton doigt très précisément sur ce qui m'amène à écrire un livre. J'ai dit brièvement tantôt qu'un livre, ça me demande beaucoup de travail, notamment sur le plan de la recherche. Remarque, j'adore la recherche, mais ça demande du travail. Oui. Littéralement un travail quasi professionnel. Donc l'écrivain travaille, il n'a pas que du plaisir. Non, il travaille aussi. Absolument. Maintenant, dans son travail, il y a du plaisir, mais ça c'est... Bon, alors, pour que je me lance dans cette aventure, il faut que soit la période me passionne, soit les sentiments vécus par le héros que je vis dans ma tête me passionnent, et à ce moment, j'essaye de voir comment ces sentiments sont vécus dans cette période. Je ne me dis pas, tiens, allons voir si le roi, disons, Louis XIV était intéressant. Louis XIV est intéressant, mais il ne me fait pas vibrer. Tandis que quelqu'un comme l'aventure de Papineau, par exemple, ou l'aventure de ces Acadiens en France, ou surtout dans ce roman Frères ennemis, l'extraordinaire aventure des Canadiens français pendant la Première Guerre mondiale, l'aventure de Bonaparte en Égypte au début du 19e siècle, tout ça me prend aux tripes. Et il faut que ça me prenne aux tripes avant que je commence à faire ma recherche. Et là, Jean, écoute, c'est déjà le moment de boucler l'émission. Je dois te dire que tu nous as amenés dans toute une aventure, mon ami. Merci infiniment. Jean-Famille, non, je tiens à te remercier toi. Merci infiniment, Eric, de m'avoir invité. Ça a été très agréable. Merci énormément. Ce que nous retenons, Jean, c'est la passion. Et la passion qui se retrouve à chacun des degrés de mon écran. Mesdames et messieurs, c'est déjà tout pour cette semaine. Donc, revenez-nous la semaine prochaine, amants de littérature, mais aussi curieuses et curieux. Revenez-nous à Les Paroles Restent en direct de notre sublime nouveau studio de chez TVC 22 Rockland. Ici Éric Charlebois. À bientôt.